Élection d'un député à Tomignan le 4 décembre prochain, la Cour constitutionnelle valide 10 candidatures de 10 partis politiques. Bamako prépare la réunion ministérielle sur le coton, une réunion qui mettra l'accent sur la promotion de la filière des pays producteurs. Sommet Afrique-France, les jeunes de Gao, de Menaka et de Kidal harmonisent leur vue pour être présents au rendez-vous 2 janvier 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mercredi, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir Ibrahima Djombele. Bonsoir Raoul Touré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Le développement, et nous commençons par le chapitre des mesures législatives. Au titre du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, sur le rapport du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi instituant la branche de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables aux fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, aux militaires et aux parlementaires. Le présent projet de loi institue la branche de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles au profit des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, des militaires et des parlementaires. Il étend aux fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, aux militaires et aux parlementaires le bénéfice des règles particulières de santé et de sécurité au travail, ainsi que des dispositions d'organisation de la prévention et de la protection contre les risques professionnels, accidents du travail et maladies professionnelles dans l'exercice de leur activité. Le financement de la branche de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, les militaires et les parlementaires sera assuré par des cotisations assises sur le traitement salarial de l'assuré et entièrement supporté par l'employeur. La gestion de la branche sera assurée par la Caisse malienne de sécurité sociale. L'adoption du projet de loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale au Mali adoptée par le gouvernement. Elle participe également du respect des engagements de notre pays relatifs à la Convention numéro 102 de 1952 de l'Organisation internationale du travail. 2. Un projet de loi portant création du Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire. Le Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire est créé sous la forme d'un établissement public national à caractère scientifique et technologique avec pour mission d'appuyer la promotion des organisations et entreprises d'économie sociale et solidaire à travers, entre autres, la conception des modules de formation, des manuels et tous autres documents utiles à la promotion des organisations et entreprises de l'économie sociale et solidaire, notamment les manuels, les associations et les sociétés coopératives, l'appui conseil aux organisations de l'économie sociale et solidaire, la formation continue des responsables et des membres de ces structures dans les domaines de la gestion administrative, financière et comptable, la recherche de partenaires et la mobilisation des ressources, la réalisation d'études et de recherche en économie sociale et solidaire. Le Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire remplace le Centre d'appui aux mutuelles, associations et sociétés coopératives créé en 2002 sous forme de services rattachés. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières. Sur le rapport du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, des parcelles de terrain, objet des titres fonciers numéro 83, 87, 83, 88 et 83, 89 du cercle de Ségou d'une superficie de 41 hectares, 94 arts, 45 centiares, 6 à Bougounina, commune urbaine de Ségou.
Les parcelles de terrain, objet de la présente affectation, sont destinées au recasement des populations qui seront touchées par les travaux de réhabilitation du quartier de Bougounina et celles qui sont dans les servitudes des 2 lignes haute tension qui traversent le dit quartier. La mention de l'affectation sera inscrite dans le livre foncier du Bureau des domaines et du cadastre du cercle de Ségou au profit du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État. L'affectation des présentes parcelles de terrain est conforme aux dispositions pertinentes du Code domanial et foncier. Au titre du ministère du Travail et de la fonction publique, sur le rapport du ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2014-0837 PRM du 10 novembre 2014 fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'État. Le décret du 10 novembre 2014 accorde aux fonctionnaires et agents de l'État, en fonction de leur statut, une prime de fonction spéciale, une indemnité de représentation et de responsabilité, une indemnité forfaitaire d'eau, d'électricité et de téléphone et une indemnité de résidence. L'application de ce décret a révélé l'omission de certaines catégories de fonctionnaires. Le présent projet de décret est adopté pour corriger cette omission. Maintenant, au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre de la présidence de la République, grand chancelier des ordres nationaux du Mali, général Amadou Sagafourou Gueye. Au titre du ministère des Mines, conseiller technique, M. Django Madi Koulibaly, ingénieur de l'industrie et des mines. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, conseiller à la communication à l'ambassade du Mali à Addis Abeba en Éthiopie, Madame Rachel Tessougé, journaliste. Au titre du ministère de la Réconciliation nationale, conseiller technique, M. Nohan Sow, enseignant-chercheur. Au titre du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, secrétaire général, M. Mamadou Koulibaly, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, secrétaire général, M. Ismaël Oumar Touré, ingénieur des constructions civiles. Directeur national de l'énergie, Mme Aminata Fofana, ingénieur de l'industrie et des mines. Directeur national de l'hydraulique, M. Yaya Boubacar, ingénieur de l'industrie et des mines. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Affaires religieuses et du culte. Sur le rapport du ministre des Affaires religieuses et du culte, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative à la proposition de création de la Direction nationale des affaires religieuses et du culte. Par la présente communication écrite, il est proposé la création d'une direction nationale des affaires religieuses et du culte qui aura pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de dialogue interreligieux, de culte, de lutte contre l'extrémisme religieux, de la coordination et du contrôle technique, de la mise en œuvre de cette politique, de la réglementation et de l'application des règles relatives à l'exercice de la liberté religieuse. La création de la direction vise, au niveau national, à asseoir une conception étatique de la laïcité et de la pratique à l'effectivité du libre exercice des croyances religieuses et des croyances traditionnelles dans les limites du respect de l'ordre public et à la maîtrise de la montée de l'intégrisme religieux. Elle vise aussi à renforcer le climat de cohabitation pacifique des différentes confessions et des croyances traditionnelles à travers la promotion du dialogue interreligieux, l'encadrement du système d'enseignement confessionnel à Ouittoro. Ce sera tout pour ce soir et bonne suite de journal. Merci Ibrahima Djombele. Vous allez rester avec moi pour suivre le cours de ce journal. La Cour constitutionnelle a proclamé ce matin les candidatures validées pour l'élection des députés dans la circonscription électorale de Tomignan du 4 décembre prochain. Cela après le constat par la Cour de la vacance d'un siège de député à l'Assemblée nationale suite au décès du député Shadrach Keïta. 10 candidatures de 10 partis politiques. Compte rendu, Sira Bachili.
La Cour constitutionnelle donne son quitus à l'ensemble des dossiers de candidature transmis par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État pour l'élection partielle de Tomignan suite au décès du député Shadrack Keïta. 10 au total, issus de 10 partis politiques. Toutes ces candidatures ont obéi selon la Cour aux conditions édictées par la loi. 1. Ange-Marie Dakou, cultivateur de l'Union pour la République et la démocratie URD. 2. Mariam Diassana, commerçante de l'Union pour la démocratie et le développement UDD. 3. Roger Moukoro, médecin de l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba. 4. Jean de Dieu Dambélé, anthropologue de l'Union malienne de l'Assemblement démocratique africain IMRDA Faso-Djigui. 5. Honoré Effien Alain Koné, économiste du Mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine MELIA. Nathaniel Dambélé, géomètre expert de l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA, PSG. Sekou Tera, technicien sanitaire du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité, PIDS. 8. Fakone Patrice Dambélé, opérateur économique du Parti pour la Renaissance nationale Parena. 9. Berdougou Moussa Koné, militaire à la retraite de l'Alliance pour le Mali, APM Maliko. 10. Philippe Tchenou, enseignant à la retraite du Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM. L'on note l'absence du RPM et de candidature indépendante. Le scrutin proprement dit est prévu le 4 décembre prochain. Au cas où aucun candidat n'a la majorité absolue, un deuxième tour est prévu le 26 décembre prochain. La Cour constitutionnelle attend donc les réclamations éventuelles dirigées contre ces candidatures durant les 24 heures qui suivent cette proclamation avant de rendre définitive cette liste. Nous allons à Ségou, deuxième jour des travaux du projet Le Parlement. Chez vous, au menu des échanges, la migration des jeunes, un véritable casse-tête pour les familles et pour nos États. Sur la question, notre pays a élaboré plusieurs textes et développé beaucoup d'initiatives pour tenter d'amoindrir le phénomène. Le récit de nos envoyés spéciaux, Amadou Sankaré et Aliou B. Koné. Cette deuxième journée de l'initiative Parlement chez vous à Ségou a été surtout consacrée aux différentes communications. L'un des sujets phares ici, c'est le thème de la migration des jeunes qui a dominé les débats après l'exposé de l'honorable Doulaye Thiam. Dans sa présentation, il a évoqué le nombre de Maliens à l'étranger estimé à plus de 4 millions de personnes. La communauté malienne se caractérise par sa forte structuration et sa capacité de mobilisation pour la cause nationale. Par exemple, en 2012, les Maliens de l'extérieur ont transféré vers le Mali environ 431 milliards de francs CFA. Ça, c'est le côté pile du phénomène. Maintenant, le côté face. Ce sont 632 jeunes Maliens qui ont perdu la vie entre 2014 et 2015 en voulant regagner l'Europe. Un chiffre qui donne froid dans le dos. C'est pourquoi les jeunes qui participent à cette rencontre ont rappelé les potentialités qu'offre Ségou avec l'Office du Niger qui constitue selon eux une opportunité à saisir. Ça interpelle les jeunes du Mali. Tout le monde sait très bien qu'au Mali, ici, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Surtout dans la région de Ségou, ici, il y a l'Office du Niger qui peut vraiment servir un moyen d'emploi pour les jeunes. Et puis encore aussi, les jeunes viennent tout juste de décrocher, un fonds colossal auprès de la Banque mondiale géré par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Vraiment, la question de migration, ça nous inquiète beaucoup. Nous, les mères, nous voulons la sécurisation de nos enfants. On ne sait pas là où nos enfants vont. Ils vont à notre insu, on ne les voit pas, on ne sait pas là où ils sont. Ils meurent comme ça, vraiment. Après le sujet sur la migration des jeunes, place à la restitution de certaines lois adoptées par l'Assemblée nationale. Lors de cet exposé, l'honorable Zoumananti Doumbia a parlé du projet de loi instituant les mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives, du statut de l'opposition et du projet de loi portant loi électorale. Ce jeudi, pour clore la première édition du projet Parlement chez vous, il est prévu une plénière pour recueillir les attentes des participants.
Ouverture ici à Bamako des travaux de la réunion du comité technique du programme décennal de la santé PRODES, phase 2. Les acteurs de la santé de Bamako et de l'intérieur du pays, les partenaires techniques et financiers feront le point du programme. Compte rendu Aïssata Saliou Meiga. Il s'agit à travers cette rencontre de faire la revue des activités du programme de développement socio-sanitaire PRODES 3 de l'année écoulée. Les acteurs de la santé et leurs partenaires feront également l'état d'exécution des recommandations du comité de suivi de 2016. Cette session du comité technique est pleine de signification pour nous, car elle se tient à la 3e année du PRODES 3, ce qui nous permet d'évaluer le niveau de parcours afin de corriger les imperfections pour la 2e année à venir. La société civile occupe une place importante dans cet exercice. La présente réunion se tient dans un contexte marqué, entre autres par, le suivi de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental, le suivi de la mise en œuvre du cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté devenu entre-temps cadre de relance économique pour le développement durable. Durant 2 jours, les participants planifieront les activités de l'année 2017. Pour une meilleure amélioration du cadre de vie des populations, l'implication de toutes les parties prenantes est nécessaire, d'où cette grande mobilisation de tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la santé dans notre pays. L'identification des boulots d'étranglement dans l'atteinte des objectifs essentiels du PRODES, notamment ceux relatifs à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, doit interpeller tous les acteurs à œuvrer dans une synergie d'action. Au terme des travaux, les acteurs vont formuler des recommandations en vue de la bonne marche du programme. Autre réunion, démarrage de la rencontre préparatoire de la réunion ministérielle de coordination sur le coton. Cette rencontre ambitionne d'assurer la promotion de la filière coton du Mali, du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad et d'autres pays d'Afrique. Compte rendu, Rachel Tessougé. Cette rencontre préparatoire campe le décor de la réunion du groupe des 4 pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton africain qui se tient du 26 au 28 octobre. Des experts du commerce sont venus du Tchad, du Bénin, du Burkina Faso et du Mali pour prendre part à l'élaboration des documents qui seront soumis à l'appréciation de la coordination ministérielle. Les documents que vous aurez à examiner au cours de cette journée sont au nombre de 4. La mise en place des mécanismes de coordination des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton. Une proposition des termes de référence de ces 4 sur le programme Promouvoir la route du coton. L'élaboration d'un plan d'action biennal du C4 et enfin l'élaboration du projet de déclaration ministérielle de Bamako sur le coton. Les experts plancheront également sur les conditions d'exportation du coton. Aujourd'hui, le coton et les sous-produits du coton peuvent accéder au marché des pays développés et des pays en développement en franchise du droit et sans restriction quantitative. Ils ont aussi accepté de supprimer les subventions à l'exportation, d'accompagner nos pays en matière de développement. Mais ce qui reste encore, c'est le soutien interne, c'est les appuis que ces États donnent à leurs cotonculteurs dans le cadre de leur politique interne. Au cours de cette rencontre, un accent particulier sera mis sur la mise en place d'un mécanisme de coordination des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton. La Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine renforce les capacités de ses partenaires. Cela sur la politique industrielle commune, la promotion de l'entrepreneuriat privé et le partenariat public au sein de l'UEMOA. Des travaux se tiennent ici à Bamako. On fait le point avec Daouda Sidiki Diarra. Les pays de l'Union économique monétaire ouest-africaine regorgent d'énormes potentialités en ressources de tout genre. Force est de reconnaître que ces ressources ne sont jamais valorisées pour faute d'unité industrielle dense, capable de concurrencer le marché mondial. Le présent séminaire se situe dans ce contexte afin de sensibiliser les acteurs sur la politique industrielle commune, la promotion de l'entrepreneuriat privé et le partenariat public-privé au sein de l'UEMOA. Il s'agira au cours de vos assises de mettre l'accent sur les initiatives régionales, principalement en matière de développement industriel, de promotion du secteur privé et de partenariat public-privé.
Les autorités de notre pays attachent du prix au développement industriel et à la promotion du secteur privé. Tout pays aspire au développement et il apparaît très clairement que sans un tissu industriel fort et un secteur privé bien structuré et dynamique, ce développement ne saurait se faire convenablement. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a pris des dispositions politiques et administratives nécessaires à travers la création de 3 départements ministériels dédiés à l'éclosion de l'initiative privée. Au cours des travaux des 3 jours, les membres de la commission de l'UEMOA et leurs partenaires vont passer en revue beaucoup de programmes sur le développement industriel et la promotion du secteur privé. Au terme des 3 jours de rencontre, nous visons les résultats suivants. Les acteurs sont informés et sensibilisés sur les orientations de la politique industrielle commune. Le contenu des programmes et projets et les acquis du plan national et régional de la PIC. Les jeunes entrepreneurs sont sensibilisés sur le processus d'adhésion du programme Talents du Monde. Il faut noter que la contribution de l'industrie dans l'espace UEMOA varie entre 12 et 25% du produit intérieur brut. Échange d'amabilité entre le maire du district de Bamako et Madame l'ambassadeur de France au Mali, l'occasion de passer en revue la coopération entre la France et le Mali avec un accent particulier sur les actions de la France en direction du district. Cérémonie suivie par notre reporter Alousseni Touré. Le maire de la capitale des Trois Caïmans recevait ce matin l'ambassadeur de France au Mali. À la veille de l'organisation par notre pays du sommet Afrique-France, tous envisagent comme un véritable projet de société. Le maire du district entend mettre l'accent sur les projets en cours. Ce que nous avons attendu de ces pays a toujours été là. Nous sommes en collaboration avec la France depuis des années. Depuis que nous sommes là, comme nous avons dit, le seul projet structuré que nous avons fait aujourd'hui pour que Bamako sorte des sentiers battus, afin que nous ne puissions pas continuer à faire les sapeurs-pompiers, nous l'avons fait avec la coopération française, sous l'égide de l'ambassadeur de France. Aujourd'hui, le projet Bamako Horizon 2030 concerne le développement de Bamako au moins sur 30 ans. Et à ce niveau, nous pensons effectivement que la France et les services de l'ambassade de France ont fait ce qu'ils ont pu. Le tramway est toujours d'actualité? Naturellement, il y a juste 2 mois que nous avons envoyé une correspondance au ministère de l'économie de la France afin de revoir l'étude de faisabilité. De son côté, l'ambassadrice de France, qui se rend pour la première fois à l'hôtel de ville depuis son arrivée dans la capitale malienne, se dit très attentive à l'évolution de la ville et aux défis liés à cette évolution. Nous sommes ensemble pour le futur. Vous savez, la croissance d'une ville, et Bamako croît très très vite, nécessite des investissements très forts. Je crois qu'il appartient aux habitants de Bamako aussi eux-mêmes à se mobiliser et à la mairie de trouver d'autres financements avec d'autres partenaires. Mais les partenaires du Mali ne manquent pas. Donc je suis sûre que le maire et le conseil municipal sauront trouver les bonnes voies pour améliorer les conditions de vie des Bamakois. En tout cas, les projets du district sont nombreux et les partenariats liés à la gestion des conséquences de la croissance démographique semblent aujourd'hui les plus urgents. Démontrer des solutions d'émergence pour l'Afrique, c'est le leitmotiv de Land of African Business, un think tank créé par des volontaires français qui croient en l'Afrique et à son émergence. Pour l'édition 2016, le Mali était à l'honneur, et cela à travers le comité d'organisation du 27e sommet Afrique-France, mais aussi à travers le ministère du Tourisme et le Centre national de promotion des investissements. Reportage depuis Paris de Makanfi Konati. Les enjeux du 27e sommet Afrique-France pour le Mali, l'avenir du secteur de l'artisanat malien après la crise multidimensionnelle ou encore les opportunités d'investissement au Mali post-crise, telles étaient les questions abordées au cours de ce colloque. Pour apporter des éclairages, le président du CENOSAF, le président du Conseil national des jeunes et l'ambassadeur Frédéric Clavier. Selon les organisateurs de l'événement, le choix porté sur le Mali n'est pas fortuit. Le Mali est un pays qui est essentiel aujourd'hui à l'échelle africaine, à la fois parce qu'il représente un territoire immense qui est à la charnière de 2 mondes, le monde du Nord, le monde du Sud, et qui a été extrêmement malmené par ces crises sécuritaires et qui a aujourd'hui tous les encouragements de ses pairs africains
et de la France, et s'y déroule le sommet Afrique-France au mois de janvier. Et ça nous semblait vraiment être une occasion formidable que de mettre en lumière un pays qui a été meurtri ces dernières années. Je dirais vraiment à tous les partenaires, à tous ceux qu'on a rencontrés, il fait bon vivre au Mali. On est dans une réconciliation et dans une paix, et on les encourage à venir chez nous. C'est un très beau pays. Le développement inclusif de l'Afrique entre mirage et réalité, telle était la question centrale que ce colloque tentait de trancher. Il s'agissait pour les organisateurs de confronter le regard des afro-pessimistes à celui des afro-optimistes. Le retour du Mali sur la scène internationale est pour les optimistes une belle illustration de l'éveil des consciences en Afrique. En marge du sommet Afrique-France de janvier prochain, la jeunesse du Mali va accueillir, elle, les jeunes d'Afrique et de la diaspora. C'est dans ce cadre qu'à Gao s'est tenue la réunion de concertation des jeunes des 3 régions Gao, Menaka et Kidal. Gao, on fait le point avec Drissa Akone. Après l'étape des régions du Sud, le Conseil national de la jeunesse pose ses bagages à Gao. Objectif, rencontrer les jeunes de Gao, Menaka et Kidal en vue de recueillir leurs aspirations pour enrichir le document établi à Bamako dans le cadre du Forum de la jeunesse panafricaine et de la diaspora qui se tiendra en prélude du sommet France-Afrique. Nous sommes ici à Gao pour que les jeunes des 3 régions puissent préparer non seulement leur participation au Forum des jeunes, mais aussi puissent nous amener des recommandations pertinentes qui vont nous permettre de prendre en compte leurs préoccupations dans les recommandations que le Forum va présenter au sommet des chefs d'État. Dans le septentrion malien, la crise a laissé des séquelles, notamment dans le rang des jeunes, en faisant de nombreux chômeurs. C'est pourquoi la jeunesse de ces régions mesure l'importance de cette concertation régionale pour mieux préparer le sommet de janvier prochain. Le résultat, c'était qu'il y a eu des projets des jeunes qui ont aidé certaines associations à s'asseoir, qui ont aidé des jeunes entrepreneurs à être des grands entrepreneurs. Cette consultation offre l'opportunité aux jeunes de s'approprier l'importance de l'organisation du sommet Afrique-France au Mali et d'apporter leur contribution pour la réalisation des objectifs assignés au Forum des jeunes Afrique-France et de la diaspora. En cette période de l'après-crise, les jeunes de Gao, Menaka et Kidal espèrent que le sommet France-Afrique, dont ils auront la chance d'y prendre part, sera le déclic d'un relèvement durable. Dans le cadre du mois de la solidarité, l'ANPE, à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, vient de remettre des matériels d'insertion socio-professionnelle aux femmes de Djikoroni Para et à l'association des personnes de petite taille, nous dit Mamoutou Dante. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à travers l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, a offert des kits d'insertion socio-professionnelle aux membres de l'Association malienne des personnes de petite taille, ainsi qu'à des femmes de Djikoroni Para. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la solidarité qui contribuent au développement de l'emploi féminin et surtout à l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables dans la société. En plus de formation et insertion, l'ANP a décidé de remettre des kits de matériel de location de chaises, bâches, de séchoirs et des chèques pour appuyer les activités générales de revenus des femmes veuves et des personnes en situation de handicap. Le montant total de ces appuis est de l'ordre de 11 550 000 francs CFA avec à la clé 48 emplois directs. Les bénéficiaires ont remercié les parrains de la semaine, les partenaires et les autorités maliennes pour tous les efforts consentis dans la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Pour nous, la solidarité, c'est un acte de tous les jours. C'est un acte que nous exprimons à travers le soutien que nous apportons aux groupes vulnérables. À travers l'ANPE, c'est tout le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui est honoré de participer à ce geste de solidarité. La formation est une clé pour pouvoir avoir accès à l'emploi. Pour leur insertion professionnelle, chacune des 5 associations féminines a reçu de la part de l'ANPE 2 500 000 francs CFA. Le fonds auto-renouvelable pour l'emploi phare en 2015, 243 cautions
ont été délivrés, favorisant la création de plus de 2000 emplois, dont 516 permanents. C'est ce qui ressort de la 35e session du conseil d'administration du dit service. Compte rendu, Moussa Fané. Le solde du bilan au titre de l'exercice 2015 du Fonds auto-renouvelable pour l'emploi phare se chiffre à plus de 3,5 milliards de francs CFA contre environ 3 milliards en 2014. Le président du conseil d'administration a salué cette performance de la direction du phare. Selon lui, la structure joue un rôle important dans l'insertion socio-économique des jeunes. Le phare, conscient de l'importance et du rôle que jouent les PME-PMI, TPE dans le développement économique et social, participe activement à la mise en œuvre de certains programmes qui contribuent à ce genre de résultats. La direction du Fonds auto-renouvelable pour l'emploi phare a réalisé plusieurs activités au titre de l'année écoulée. Au premier plan, la concrétisation de nouveaux partenariats entre le phare et la SNV dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernance locale PGLR. Ce programme financé par les Pays-Bas pour un montant de 500 millions de francs CFA sur 5 ans permettra la création de 180 emplois pour l'ensemble des jeunes de 51 communes à travers l'accès des prêts remboursables suivant les modes opératoires du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes entrepreneurs. Dans le domaine de la création d'entreprises, 224 projets ont été garantis, favorisant la création et le renforcement de 334 emplois permanents. Les responsables du phare entendent prendre des initiatives pour répondre aux attentes des jeunes en matière d'emploi, un objectif cher aux plus hautes autorités du pays. Mot de politique, pourquoi le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI, s'est retiré de la mouvance présidentielle. Le président du parti SADI, l'honorable Oumar Mariko, était face à la presse. Conférence de presse suivie par Moïse Traoré. Le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance explicite sa nouvelle option. Après 3 années au sein de la mouvance présidentielle, Sadi a décidé de s'en retirer. Sur la gestion de la justice, nous voulons l'égalité des citoyens devant la loi, égalité devant le service public, égalité devant l'emploi public, égalité de tous les opérateurs économiques vis-à-vis de la loi devant la commande publique, le manque de volonté de redresser les errements des régimes passés, les privatisations opaques, Ukoma, Betram, Sosima, chemin de fer, le refus de rendre la terre aux paysans spoliés, cas de Saramandou et Saou, et la continuation même de la spoliation. Parmi les invités à la conférence de presse, l'UNPR de Modibo Sangaré, le PARENA et bien sûr l'ADP Maliba. Le parti Sadi, qui forme désormais un groupe parlementaire avec cette formation, réaffirme son approbation des autorités intérimaires. Le parti Sadi constate qu'il est fait peu cas des populations réfugiées et déplacées suite au conflit de 2012. Il s'agit là d'une question hautement sensible. Aussi, des élections de proximité dans les collectivités desquelles sont partis les réfugiés et les déplacés sont porteuses de déchirures durables. La rupture est consommée avec la mouvance présidentielle, mais Sadi ne regrette pas d'avoir soutenu Ibeka. Le Rassemblement pour le Mali RPM a appris avec consternation le décès survenu le mardi 25 octobre de Madame Traoré, Djeneba Traoré, dite Dje, mère du camarade Djonkunda Traoré, ancien président de l'ADEMA-PAJ et ancien président par intérim de la transition. En cette douloureuse circonstance, le bureau politique national et l'ensemble des militants du RPM s'inclinent pieusement sur la mémoire de celle qui fut pour tous une mère et une grande artisane de la cohésion sociale et du partage dans notre pays. C'est avec donc beaucoup d'émotion, de compassion et de solidarité que le RPM adresse aux camarades Djonkunda Traoré, à toute la famille Traoré, ses condoléances les plus attristées. Et c'est justement pour cette raison que le RPM informe l'ensemble de la presse nationale et internationale qu'en raison des obsèques de Madame Traoré, Djeneba Traoré, dite Dje, mère du camarade Djonkunda Traoré, qui auront lieu demain jeudi 27 octobre, sa conférence de presse à la Maison de la Presse est reportée à une date ultérieure.
Dans le cadre de son appui au processus d'opérationnalisation des dispositions foncières de la loi d'orientation agricole CRI 2002, à travers la direction du développement et de la coopération suisse, Oxfam vient d'initier une journée d'engagement public dans le Bani Moniché, dans le Moniché. Je vais y arriver. Envoyés spéciaux Abdou Salam Bambara et Agibou Koulibaly. La loi d'orientation agricole se fixe comme objectif créer un cadre cohérent de gestion équitable du foncier agricole. Elle prévoit aussi l'institution d'une commission foncière dans chaque commune. Il s'agit donc, à travers cette journée d'engagement public, de favoriser un cadre de dialogue au niveau local pour prévenir et traiter les conflits relatifs à la gestion des ressources naturelles, particulièrement foncières. Nous avons dit la commission foncière, où en est-on? Dans le pôle Yanfolila, Bougouni et Kolondiaba. Deuxième questionnement, c'est au cœur de la commission foncière, nous avons dit le triptyque paix, cohésion sociale et réconciliation. Ça veut dire qu'à travers la commission foncière, nous devons construire ou co-construire la paix autour des terres. Cette rencontre de Bougouni permettra aux acteurs de réfléchir sur l'état des lieux des commissions foncières locales et communales, les contraintes et insuffisances. Elle va aussi se pencher sur les perspectives en lien avec le contexte de la nouvelle vision de la décentralisation fondée sur la régionalisation. Traiter le foncier aujourd'hui, c'est vraiment parler de paix, c'est parler de réconciliation et Oxfam ne peut pas rester en marge de ce combat-là. Je vous exhorte à saisir cet accompagnement fructueux avec un esprit de responsabilité et de dévouement afin que nous puissions voir définitivement ces indispensables outils de gestion de proximité en marche. À l'issue de cette journée d'engagement public, les recommandations formulées permettront de renforcer le rôle des autorités traditionnelles et coutumières dans la gestion des conflits communautaires, et cela grâce à la vigilance des commissions foncières locales et communautaires. Coup d'envoi à Sikasso des activités du projet de coopération Sud-Sud pour la promotion du travail décent dans les pays producteurs de coton en Afrique et en Amérique latine. Sikasso, Fatoumata Diallo. Favoriser chez les producteurs de coton un travail productif dans les conditions de sécurité sanitaire et de respect de la dignité humaine, c'est la motivation à l'origine du nouveau projet de coopération Sud-Sud qui s'attelle à l'élaboration de son plan d'action à Sikasso. Il est une initiative du gouvernement brésilien. Nous pensons que nous ne devons pas attendre que nous nous développions pour partager les expériences qui ont permis d'obtenir les meilleurs résultats. Nous croyons que l'amitié entre les pays doit s'établir sur des bases égalitaires avec des partenariats qui se développent simultanément. La présentation du projet, des lacunes dans la chaîne de valeur coton au Mali et les expériences en matière de lutte contre le travail des enfants ont été parmi tant d'autres les points développés. Ce document, élaboré à travers un processus consultatif et tripartite, a été signé en début d'année et constitue le cadre de coopération et de mise en cohérence des activités opérationnelles de l'OIT au Mali. Il contribue de la sorte à la réalisation du programme Pays de promotion du travail décent du Mali 2016-2018. Les autorités régionales ont réaffirmé leur ferme détermination à soutenir le projet. En procédant à la signature du programme Pays pour le travail décent, le 14 avril 2016, le gouvernement du Mali a traduit ainsi toute sa volonté à faire de ce concept une réalité, car convaincu que sa mise en œuvre permettra de lutter contre la pauvreté et d'instaurer un développement équitable, solidaire et durable. Conçu pour une durée de 2 ans, le projet de coopération Sud-Sud couvre l'Amérique latine et l'Afrique, dont le Mali. 254 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un important lot d'équipements et de consommables médicaux que la Fondation Novi en partage, Randgold Resources et ses partenaires viennent d'offrir à l'hôpital de Sikasso et le centre de santé communautaire de Sianzo, Oumar Meiga pour le compte-rendu. La mise à disposition de cet important lot d'équipements et de consommables médicaux à l'hôpital de Sikasso et le centre de santé communautaire de Sanso par la Fondation Novis en partage
Rango les ressources et ses partenaires traduit la ferme volonté de la mine de Morila à accompagner les populations des zones minières dans le domaine de la santé. Quand on dit qu'on a peu de choses, nous devrons penser à ceux qui n'ont rien du tout et pour essayer de les aider. Et ce que nos vies en partage fait, ce n'est pas une charité, mais c'est juste un investissement pour nos femmes et nos enfants. L'appui composé entre autres d'appareils d'échographie et de radiographie va combler le besoin en matériel et améliorer la qualité des soins au sein des structures bénéficiaires. Ces équipements et ce matériel qui sont là vont servir à soigner tous les malades de la région. Et nous prenons l'engagement que ces dons iront aux vrais bénéficiaires. En cette heureuse circonstance, la Fondation Nos Vies en Partage a offert 11 millions de francs CFA à l'hôpital de Sikasso pour la prise en charge des femmes atteintes de la fistule obstétricale, 7 millions de francs CFA pour les associations des handicapés physiques et sourds-muets de Sanso et Koumantou, 5 millions pour l'association des femmes veuves victimes de la crise au nord du Mali et 4 millions pour le centre d'éducation des enfants en situation difficile. La rentrée des classes est effective à Kidal depuis le 17 octobre dernier. Une avancée significative dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. L'ORTM vous propose ce soir un magazine sur cette ouverture juste après ce journal. En attendant le magazine, nous vous proposons un extrait réalisé par nos envoyés spéciaux à Kidal. C'est dans une effervescence totale que les populations de Kidal ont accueilli les représentants de l'État venus lancer officiellement la rentrée scolaire 2016-2017. Et ce 17 octobre 2016 constitue pour les populations, la chefferie traditionnelle et la CIMA une journée historique. Ainsi, plus de 2000 élèves et 56 enseignants volontaires vont reprendre le chemin de l'école. Plus d'une vingtaine d'établissements sur les 63 que compte la région vont accueillir cette première vague. Tout un symbole. Une nouvelle chance à saisir pour que définitivement et résolument l'école s'installe et fonctionne à Kidal, à Tessalit, à Abeybara, à Ténésako, à Aguelhok, à Tenzawatan, à Bourassa, à Nifis, Timtarin et partout ailleurs dans la région. Faisons ce sacrifice pour nous-mêmes, pour le Mali, pour les amis du Mali. Il n'est pas au-dessus de nos capacités. Il suffit d'y croire et d'œuvrer pour sa réalisation. Une dynamique enclenchée qui mérite d'être soutenue par l'ensemble des acteurs, gouvernement, CEMA et communauté internationale. Magazine réalisé par Drissa Kone et Djibril Bagayogo. Donc, magazine à suivre après ce journal. D'ailleurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Aïssata Ibrahim Meiga. Excellente tenue à nos téléspectateurs de Ménaka.